Bonsoir tout le monde. Coucou Séverine. Je vous laisse vous connecter. Alors, j'ai maintenu le live parce que malheureusement, Caroline ne peut pas se joindre à nous ce soir. Donc, on refera un duo imprévu, vous vous inquiétez pas avec Caroline, parce que je sais que vous l'aimez. Je sais que vous l'aimez beaucoup, mais il y a un imprévu ce soir, donc elle peut pas se joindre à nous. Mais je vais le faire moi, vous allez devoir vous contenter de moi. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais je répondrai à vos questions parce qu'il y a eu pas mal de questions sur les enfants. Deux grands thèmes, vraiment c'est les questions qui sont revenues le plus souvent. Ça concerne l'immunité et les troubles du sommeil ou même les peurs, les colères, les cauchemars, etc. Donc on va essayer d'aborder déjà ces deux grands thèmes et surtout je répondrai avec plaisir à vos questions. Ah, vous êtes gentils. Je vous ai manqué en live. Voilà, donc, mais vous inquiétez pas, on en refera un avec Caroline. Et puis là, on peut démarrer. Alors, je pense que vous avez tous des enfants ou pas, ou vous allez en avoir. En fait, il faut savoir que de 0 à 30 mois, c'est considéré comme nourrisson. Et à partir de 30 mois, on dit plutôt que c'est un enfant, et ce jusqu'à 6 ans, voire 12 ans, ça dépend un petit peu des normes. Mais après 6 ans, je dirais qu'en fonction du poids, selon à plus de 30-35 kilos, on considère qu'il commence à atteindre une taille adulte. Donc on peut a priori, à plus de 35-40 kilos, commencer à donner les posologies et les posologies comme les adultes. Voilà, donc 0-30 mois nourrisson, 30 mois 6 ans enfant, et après 6 ans, selon le poids, on détermine les posologies. Coucou Laura, je crois que j'ai vu Anne aussi, si vous êtes là. Super, alors l'immunité. L'immunité des enfants, c'est la période où en fait ils font leur immunité. Vous savez qu'il y a deux types d'immunité. L'immunité qui est acquise, c'est-à-dire tout ce qui est barrière, peau, macrophage, tout ce qui existe déjà et qu'on a de manière j'ai dit acquise, non, innée, pardon. L'immunité innée, c'est celle que l'on a dès la naissance et l'organisme est déjà prêt comme ça. Ça, c'est l'immunité innée. Et ensuite, il y a l'immunité acquise. Je vous ai fait un post d'ailleurs sur, comment il s'appelle ? Les secrets d'une bonne immunité. Donc du coup, vous pouvez tout à fait vous reporter aux deux types d'immunité. La deuxième immunité, c'est l'immunité acquise, c'est-à-dire qu'elle va se faire au fur et à mesure des expositions à tel virus, à votre environnement, aux bactéries, au contact de la peau. Et là, le corps va développer des cellules spécifiques et une réponse immunitaire spécifique. Les lymphocytes B, les lymphocytes T, etc. Et ça dépend vraiment de chacun et du parcours de chacun. Donc là, les enfants, c'est là que vous pouvez les stimuler au niveau de l'immunité. Qui c'est qui donne des compléments pour l'immunité à ses enfants ? Vous pouvez me dire ? Alors, comme je le répète souvent, où se trouvent les principales cellules de l'immunité ? Propolis, oui, par exemple. Pédiaquite, très bien. « 8 mois, oui. C'est vrai qu'il ne faut pas commencer trop tôt. C'est pour ça que quand j'explique les deux types d'immunité, normalement, ça s'acquérit de manière naturelle.
le fait qu'il joue dehors, qu'il puisse toucher des éléments externes, le sable, le sol, tout ça, ça favorise en fait le développement d'une bonne immunité. Plus il est en contact progressivement, plus le corps de l'enfant va développer une bonne immunité. Il faut pas le mettre sous bulle, en fait, c'était mon propos, pour qu'il n'y ait pas du tout de contact et qu'il devienne complètement stérile. Et s'il est exposé au grand jour à un virus, du coup, il ne sera pas capable de se défendre. Donc effectivement, jusqu'à 30 mois, ne donnez rien pour l'immunité d'un enfant. Moi, c'est ce que je conseille. Vitamine D, oui, très bien. Ben, vous êtes déjà pas mal calé. Alors voilà, on me dit probiotiques. Donc j'ai répondu à la question de Lauriane. Oui, moi je vraiment attendais 2-3 ans selon en fait la récurrence des infections ou s'il y a eu une grosse infection qui a affaibli l'organisme. Là, vous pouvez commencer et envisager à donner tout ce qui est complément alimentaire. Donc ma question, c'était où se situent les cellules de l'immunité? Eh bien, vous le savez, c'est au niveau intestinal. Donc, l'immunité commence par un microbiote équilibré. Et le microbiote équilibré, il dépend de beaucoup de choses à la naissance, par exemple. Vous savez que le passage par voie basse va permettre de fournir le microbiote maternel au bébé. Malheureusement, les enfants nés par césarienne ne vont pas bénéficier de ce microbiote-là, donc forcément, il va y avoir des répercussions. Donc à partir de ce moment-là, quand je vous dis immunité à partir de 3 ans pour les compléments, pour les nourrissons à partir de la naissance, dans certains cas, je peux préconiser des probiotiques. Voilà. Mais en tout cas, je les préconise systématiquement pour l'immunité, aussi bien chez l'adulte. Du coup, j'ai perdu le fil de vous. Alors... Oui, il y a Nathalie qui me dit immunité acquise au cours de la gestation si la maman prend des prés et des probiotiques. Tout à fait. Donc le fait par voie basse que vous transmettiez votre flore à l'enfant, si la maman a une bonne flore, ça joue énormément sur l'immunité de l'enfant. Tout à fait. Alors, Manu qui me dit ma fille 3 ans et demi, je ne donne pas. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Tout dépend du cas et de l'état physiologique de chaque enfant. Si effectivement, moi je vais voir un enfant qui fait des infections à répétition pour différentes causes, on va essayer de trouver la cause, mais on peut l'aider à son corps à mieux se défendre et donc à ce moment-là, on peut envisager des compléments. Mais ce n'est pas systématique. Ça, je suis en train de faire un post dessus d'ailleurs, ça tombe bien, ce n'est pas systématique. Si césarienne, on peut donner des probiotiques adaptés, c'est Imen qui demande. Oui, en fait, quand il n'y a pas de pathologie particulière digestive ou quoi que ce soit, parce que le choix des souches des probiotiques est très très important aussi, mais juste de manière générale, chez les nourrissons, vous avez des formules déjà toutes prêtes. Par exemple, un laboratoire comme Pilège fait le Lactibian enfant et nourrisson que vous pouvez donner sous forme de sachet. Je ne sais plus s'il faut encore les gouttes. Et j'ai pas les sachets là. Ah, je les ai laissés en bas parce que moi, mon fils est né par césarienne, donc je lui en donne régulièrement. Et donc quand c'est une formule globale pour préserver le microbiote de l'enfant. Donc il y a des formules déjà toutes dans les bons laboratoires, des formules tout prix. Julie qui me dit intestin et thymus. Oui, tout à fait. Le thymus est l'organe qui se situe ici, juste en dessous de la thyroïde et qui permet la synthèse des cellules immunitaires. Tout à fait. Ben, vous en savez des choses sur la vie utérine. Donc, immunité, première chose, probiotiques. Est-ce que ça, c'est bien noté? Coucou Sandrine. Alors, deuxième chose, si vous voulez, on en a déjà parlé, la vitamine D, c'est quand même quelque chose d'assez actuel. Et il y a aussi beaucoup
Enfin, il y a eu des polémiques là sur une question de surdosage de vitamine D. Quand donner la vitamine D, d'ailleurs j'ai eu la question, et à quel dosage la vitamine D? Effectivement, les recommandations dépendent de chaque pays et dépendent de la période de vie aussi. Chez les nourrissons de 0 à 30 mois, ils ne sont pas du tout exposés au niveau du soleil, parce que vous savez que la vitamine D est synthétisée par exposition solaire. Donc chez les nourrissons, c'est obligatoirement de la vitamine D tous les jours. Vous avez des prescriptions de gouttes, Zimadé, il y en a qui ont été supprimés parce qu'effectivement il y a eu quelques problèmes, mais ça vous êtes mieux au courant que moi. Partez sur des gouttes de vitamine D naturelles si vous avez envie, puisqu'on est là pour parler santé naturelle. Et les gouttes de vitamine D naturelles, le dosage est à voir en fonction de chaque marque. Je ne peux pas vous dire donner 3 gouttes de vitamine D. Non, ça dépend des marques. Vous allez avoir des marques qui vont avoir une goutte qui va correspondre à 400 UI, une goutte à 200 UI, UI c'est unité internationale, ou une goutte correspond à 1000 UI. Voilà, regardez bien vos boîtes. Ou alors, normalement, vous êtes bien conseillé en pharmacie ou ailleurs et vous donnez les recommandations. Alors, c'est là où il y a un petit problème parce que, par exemple, ici au Canada, les recommandations de vitamine D, ce n'est que 400 UI par jour. Moi, je pense que c'est pas quand même très suffisant. En France, j'ai un nourrisson, d'ailleurs, ça a été baissé. Je crois que c'est revenu à 400 UI parce qu'il y a quelques mois, c'était encore à 1000 UI. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des risques de surdosage. En plus, parce que les médecins vous prescrivent déjà de la vitamine D et certaines mamans, enfin certains parents, donnent en plus la vitamine D qui a été prescrite. Et là, on arrive à des surdosages, d'où les alertes de... Je crois que c'était il y a quelques mois, qui ont été données par l'agence du médicament. Donc là, il y a Laura qui me confirme. Tu me confirmes, c'est passé à 400 UI? Voilà, donc c'est pour ça que c'est délicat dans les compléments alimentaires. Il y a ce risque de surdosage-là s'il y a une mauvaise utilisation ou trop d'accumulation. Mais, néanmoins, la vitamine D, c'est obligatoire, surtout chez les nourrissons, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 30 mois. De 30 mois à 6 ans, pareil, on reste sur des recommandations. On peut même les monter un petit peu, même si on commence déjà à exposer un peu les enfants. Mais c'est vital pour la croissance de l'enfant, la croissance osseuse, l'absorption en calcium, mais surtout au niveau du système immunitaire. Mais 400 UI par jour, Sarah, c'est les recommandations des autorités. Sauf que moi, je recommande quand même 1000 UI par jour chez les nourrissons et on peut aller jusqu'à 2000 chez les enfants. Donc en fait, ça dépend des flacons. Vous avez la vitamine D, 2 origines en vitamine D. Vous avez la vitamine D naturelle à base de lichen, c'est un champignon, et donc elle est d'origine végétale. Et la plupart des vitamines D aussi, type... je crois que chez Pilège, il y en a 2. Vous avez les vitamines D d'origine animale et ça vient de la laine de mouton, de la lanoline exactement. Donc après, ça dépend de vos convictions. Mais en général, c'est de la vitamine D3 qui est la plus assimilable. Et après, il suffit de regarder la concentration. Si une goutte correspond à 400 unités, chez un bébé, par exemple, vous pouvez donner 2 gouttes par jour. Et chez un enfant, 3 à 4 gouttes par jour. Est-ce que vous avez des questions sur la vitamine D? À partir de 3 ans? Alors, est-ce que j'ai pas compris votre question? Qu'est-ce qui est à partir de 3 ans? La vitamine D? Non, je disais la vitamine D, c'est vraiment des bébés, puisqu'on n'expose pas un bébé au soleil. Et la période sur laquelle vous la donnez, effectivement, alors chez un nourrisson, c'est toute l'année. Chez un enfant qui commence à exposer, c'est la période hivernale, puisque c'est là où le manque de soleil fait baisser la synthèse de vitamine D. Donc je dirais de fin octobre, mi-octobre à début mars à peu près.
Alors, Lucia, je donne 1600 à mon fils de 6 ans. Oui, c'est bon, on peut aller jusqu'à 2000. Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien. Alors, la compagnie mère, les ampoules, combien de fois par an? Alors, les ampoules, c'est que sur prescription. Et les ampoules sont trimestrielles, normalement. Donc, chez les nourrissons, ça dépend ce que le médecin vous a prescrit, mais normalement, c'est trimestriel. Donc, tous les 3 mois. Ah, c'est très important, la vitamine D chez les enfants, Sarah, parce que, donc, surtout pour leur croissance, mais aussi pour leur immunité. Chez les enfants, quand ils jouent dehors, qu'ils ont la possibilité de sortir, il n'y a pas besoin de leur donner de vitamine D, puisqu'ils passent un temps suffisant à l'extérieur et qui sont exposés aux UV, et ça leur fait synthétiser suffisamment de vitamine D au quotidien. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc voilà, les deux éléments principaux, probiotiques et vitamine D pour l'immunité bébé-enfant, mais enfin plutôt enfant pour l'immunité parce que je stimule pas l'immunité chez un bébé. Voilà pour la synthèse. Après, tout ce qui est plantes, on va utiliser beaucoup les produits de la ruche. Donc, les Royal Propolis sont les favoris et ils ont une très bonne tolérance chez les enfants. Ils sont très riches en vitamines, toutes les vitamines B nécessaires en fait au fonctionnement immunitaire. Donc ça, vous pouvez y aller. D'ailleurs, les compléments sont souvent très très riches en propolis chez les enfants. Et la propolis a aussi une action antibactérienne très efficace. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Coucou Maëva, ça va? Alors, par exemple, je vous en montre deux. Ici, le petit Stovir, vous pouvez l'utiliser. Il y a un extrait d'acérola, de vitamine D, d'échinacée et de sureau. Et dans le pédiakid, qui est très très bien aussi, propolis, vitamine C, cuivre en manganèse, acérola, brocoli, échinacée, ginseng et sinurodon, c'est du rosa canina, on va en parler d'ailleurs. Il y a des fibres de prébiotiques, tout ça pour soutenir la flore intestinale. Donc, moi, mes deux chouchous, si vous voulez vraiment des noms de marques en laboratoire, voilà, vous avez les deux. Celui-ci est noté à partir de 3 ans, mais si vous voulez le donner à partir de 2 ans, aucun problème. C'est Petit Stovir du laboratoire Herbaéthique et Pédiakid. Tu valides les compos aussi, Maëva? Oui, hein. Et Pédiakid, on peut le donner aussi à partir de 2-3 ans sans problème. Voilà, et vous respectez en fait la période hivernale. Qu'est-ce que je préconise? Moi, je préconise de leur donner 3 semaines et d'arrêter une semaine. Oui, je vous mettrai le replay. Et sinon, vous pouvez faire 1 semaine par mois s'il n'y a pas de problème particulier. Tu veux intervenir sur le live? Ça me ferait plaisir. T'es d'accord aussi pour la pause. Super. Donc, du coup, les plantes pour l'immunité, Echinacea, sureau, plantain, c'est ce qu'on peut retrouver. Moi, j'aime beaucoup les Echinacea dans l'immunité. C'est aussi bien pour l'adulte que chez l'enfant. Je trouve que c'est vraiment une des plantes des plus efficaces qui stimule de manière très positive l'immunité. En bourgeon, vous avez un bourgeon spécifique de l'enfant et spécifique de l'immunité. C'est le bourgeon d'églantier. En latin, c'est Rosa canina. Alors, je ne sais pas si je l'ai pour vous montrer. Voilà, rosier sauvage, églantier. Vous l'avez dans toutes les marques. Hein. Ça, c'est vraiment le bourgeon de l'enfant. C'est très pratique. Alors, toujours un peu alcoolisé. Vous avez des marques sans alcool si vraiment vous avez besoin de l'avoir sans alcool. 5 à 10 gouttes tous les jours. Pareil, 3 semaines, vous arrêtez. Et vous pouvez refaire le mois d'après si vous avez besoin, si vous sentez que votre enfant a besoin d'être stimulé en termes d'immunité. Vous pouvez refaire des cures toutes les 3 semaines. C'est valable aussi en cas de problèmes respiratoires, de bronchite.
de troubles ORL, enfin toutes les affections hivernales. Ça fonctionne très très bien aussi. Vous avez des questions? Évidemment, le bourgeon de rosier peut être couplé au bourgeon de cassis, comme je vous le disais, en cas de bronchite, puisque le bourgeon de cassis aura un bel effet anti-inflammatoire et il va aussi potentialiser l'effet du bourgeon de rosier. Alors, les bourgeons, on peut les donner très très tôt. C'est la teneur en alcool et le dosage. Chez les enfants, en fait, le bourgeon, quand je dis 5 gouttes par jour, c'est les enfants à peu près à partir de 6 kilos. Voilà, donc moi, à partir de 6 kilos, je conseille sans problème les bourgeons. 6 kilos, je sais pas à partir de combien de mois. Mais encore une fois, quand ils ont des bronchites, voilà, vous pouvez leur donner après 6 kilos, ça correspond peut-être à un enfant de 6 mois. Mais s'ils n'ont pas de problème d'immunité ou quoi que ce soit, ne donnez pas pour rien que le bourgeon pour stimuler l'immunité chez les nourrissons. Mais par contre, quand ils ont 3-4 ans, il y a 2 théories, c'est soit une goutte par kilo, soit une goutte par année d'âge. Donc un enfant de 5 ans, vous donnez 5 gouttes par jour par exemple, c'est très très bien. Moi je préfère donner par année d'âge parce qu'il n'y a pas besoin de trop donner en bourgeon, vous avez vraiment ce signal vibratoire qui va agir tout de suite. Donc 5 ans, pour stimuler l'immunité, 5 gouttes par jour pour le rosier. Alors... Ah oui, je vais parler des huiles essentielles après, Maëva, merci. Peut-on donner Lucien qui demande, peut-on donner de la teinture mère d'Echinacea à un enfant à partir de quel âge? La teinture mère d'Echinacea, c'est un peu le même principe que les bourgeons, sauf que elle va être très très riche en alcool, beaucoup plus riche que les bourgeons. Donc tout dépend en fait de la teneur en alcool. Je trouve que c'est un peu fort pour les enfants. Donc restez sur des sirops qui contiennent de l'Echinacea plutôt que les teintures mères. Voilà. Mais on peut, hein, si vous n'avez pas de problème d'alcool, surtout si c'est sur des courtes périodes. Après, vous êtes nombreux à avoir testé le Pédiakid. Oui, j'ai parlé de la vitamine D, Maëva. Donc, je rappelle le principe de stimuler l'immunité, ce n'est pas de manière systématique et à faire automatiquement. Voilà, vous voyez bien si votre enfant est en collectivité, qu'il est souvent exposé et que malheureusement il y a quand même des infections récurrentes, là il y a tout intérêt à le faire puisque son organisme est un petit peu fatigué. Mais sinon, s'il se porte bien et que il doit avoir un rhume dans l'année, moi je suis pas pour stimuler l'immunité de manière automatique. Eh bien, ok, oui, il y a des bons retours sur les sirops dont je vous ai parlé. Très bien. Alors, au niveau des huiles essentielles, il y a chez les enfants des huiles essentielles qu'on peut utiliser. De toute façon, jamais avant 3 mois, ça vous le savez. Pas d'huile essentielle chez les bébés avant 3 mois. Et moi-même, je dirais avant 1 an, surtout si vous ne les maîtrisez pas. Les manières les plus sécuritaires chez les enfants, c'est en massage directement poignet ou plante des pieds, ou en olfaction, ou sur un mouchoir, ou sur l'oreiller par exemple pour avant de dormir, ou sur le doudou. Voilà, là vous avez des voies sécuritaires. Et il y a des huiles essentielles qui reviennent très souvent chez les enfants, dont le Ravinsara. À partir de 6 mois à 1 an, on peut utiliser le Ravinsara, qui est un excellent stimulant immunitaire. Donc vous pouvez l'utiliser 1 goutte de Ravinsara avec 1 goutte d'huile végétale directement sur les poignets ou sur la plante des pieds, si vous voulez stimuler avec les huiles essentielles son immunité. Vous avez d'autres huiles essentielles aussi. L'huile essentielle de bois de rose ou de bois de haut, ça a 2 noms. Ça fonctionne aussi très très bien. Et l'huile essentielle de citron, ça vous pouvez l'utiliser comme antiseptique atmosphérique si vous voulez diffuser dans sa chambre
avant qu'il rentre dans sa chambre pour dormir. Ça, c'est un très très bon antiseptique atmosphérique pour ces périodes un peu hivernales où il y a beaucoup de virus et de bactéries qui circulent. T'es pas présentable, Maëva? Bah, tu crois que je suis présentable, moi? Allez, viens. Attends, je t'invite. Oui, je vais enregistrer le live, Églantine. Alors, coucou. Attends, je peux pas venir. Bon, j'aurais tenté. C'est Maëva de Pharma Conseil, vous la connaissez tous. Alors, Fidji, pour un enfant qui ne mange pas beaucoup de fibres, oui, c'est une très très bonne question. Les fibres solubles et insolubles, c'est la nourriture des probiotiques. C'est ce qui va permettre en fait de maintenir un microbiote équilibré. Donc c'est vrai que c'est important de donner tout ce qui est riche en fibres, poireaux, légumes, patates douces. Ça, ce sont des éléments qui vont vraiment améliorer et maintenir un bon microbiote intestinal. Et c'est vrai que parfois, on a des difficultés à faire manger tout ça à nos petits bambins. Alors, il y a des compléments qui vous amènent des fibres, mais idéalement, ça serait de les amener par l'alimentation, c'est quand même le mieux. Donc, sous forme de soupe, attention, vous allez casser un peu les fibres, ou sous forme de jus de légumes, vous savez, ça, on capte pas les fibres, et les fibres sont déjà quand on extrait le jus, les fibres sont de côté. Donc, vraiment privilégier des cuissons douces et avec un légume entier qui essaye qui garde la fibre. Donc, je sais que c'est pas toujours facile, mais une portion, 2 portions quotidiennes de légumes, ça, c'est ce qui est le mieux et le plus assimilé chez un enfant pour les fibres. Donc, c'est vrai que c'est très, très important. Après, si vraiment vous avez un enfant qui mange pas de légumes, ben, faut complémenter. Tout dépend aussi de son microbiote. Vous avez des enfants qui ont un microbiote naturel déjà très équilibré. Mais par exemple, dans l'immunophore de Pédiakid, vous avez des fibres d'acacia qui peuvent jouer ce rôle de prébiotique aussi. Ah oui, Swad, merci de me gêner, de répondre. Oui, je mets je mets le live en replay. Maëva, elle est au bain. Désolée. Ça, c'est ça quand on a des enfants. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions du coup? Lucia, vous parlez de l'huile de quintessence. Oui, les oméga 3. Alors, c'est de manière générale pour la santé et la vitalité chez les enfants. C'est très important, surtout s'il y a des problèmes de peau ou autres. Mais pour le développement neurologique, les oméga 3, c'est primordial. Effectivement, il y a des huiles plus riches en oméga 3 que d'autres. La quintessence, c'est très bien. Et l'huile de Mollers, la marque Mollers, d'ailleurs, j'aimerais bien, je l'ai en bas. Et qu'elle est un peu citronnée, donc dans les pâtes, la purée, ça passe très très bien chez les enfants. Elle est très très riche en oméga 3. Oui, j'ai oublié le pollen frais, c'est vrai. Je parlais des produits de la ruche. Le pollen frais est très très riche de tous ces vitamines et ces minéraux. Donc les pollens frais que vous en trouvez, vous pouvez les mettre sur une tartine de pain complet et de banane. C'est excellent, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai sur la table? Ah ben c'est les sirops pour l'immunité et le bourgeon de rosier que je montrais tout à l'heure pour l'immunité des enfants. Ça fait déjà 40 minutes que je parle. Oula. À la propolis fraîche, on peut l'utiliser un peu comme le même, mais c'est une résine, c'est assez pâteux, c'est pas très facile. Hein. Alors chez les enfants encore moins. Si vous y arrivez, pareil, un peu comme un complément, si vous y arrivez, c'est bien. Une cuillère tous les jours à café, c'est bien, mais voilà, moi je la trouve un peu difficile. Mais il y en a qui aiment.
Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, est-ce que sur l'immunité, j'ai répondu à peu près? Ah oui, vous voyez, il y en a qui aiment la mâcher. Moi, j'aime pas du tout, hein. Mais ça peut plaire, effectivement. Oui, vous aurez le live en replay. Ok, ben on va passer aux affections de l'hiver, tout ce qui est troubles, ORL, bronchite, angine. Donc, les rhinopharyngites, c'est quand même ce qui est le plus fréquent chez les enfants. C'est principalement d'origine virale. Donc, la première chose, même l'unique chose qui serait à faire, c'est le lavage de nez. C'est vraiment, et les médecins seront d'accord avec moi, si vous lavez le nez, que vous évitez que les sécrétions stagnent, le rhume passera beaucoup plus vite et d'ailleurs il faut que l'enfant respire mieux. C'est ce qui gêne, en fait, c'est ce qui empêche l'enfant de dormir, c'est vraiment cette accumulation-là, puisque jusqu'à, je dirais, encore 30 mois, il n'a pas la possibilité, il ne sait pas évacuer toutes ces sécrétions et après qui tombent dans l'arrière-gorge, qui descendent sur les bronches et qui génèrent donc bronchite, bronchiolite, etc. Donc le lavage de nez est obligatoire. Et lavage de nez, ce n'est pas une dose de sérum pour les 2 narines, c'est au moins une dose de sérum par narine, voire 2 doses de sérum par narine, et de manière très 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 fluide. Il faut vraiment un gros, alors pas un jet fort, hein, mais un écoulement, une quantité de liquide assez important pour bien laver et drainer tout le nez. Je vous recommande une super vidéo de... Alors c'est une orthophoniste, mais j'oublie toujours le nom. Je vais vous le dire. La vie de... Quelqu'un peut m'aider? Elle fait une vidéo avec une seringue de sérum phi. Elle assit le bébé et vous voyez vraiment le liquide drainer de l'autre côté de la narine. Et ça, c'est idéal pour soulager bébé et faire son lavage de nez. Alors, comment ça... je sais plus. Ça, avec la mémoire... La vie d'une maman ortho. Elle est géniale, hein, la vie d'une maman ortho, je vous la recommande. Et donc, il y a une vraie vidéo dessus. Comment l'évolution du lavage de nez. Ouais, elle fait des super vidéos en plus. Le lavage de nez à la seringue. Vraiment, je vous la recommande. Je vous la partagerai après en story. Donc ça, c'est hyper important. Vous avez il y a des astuces. Holistic Five me dit... Rhinohorn, oui, vous avez aussi différents dispositifs avec Rhinicure, Rhinohorn, vous avez voilà, des espèces de flacons avec un embout qui vous permettent vraiment au-dessus du lavabo de bien drainer et de bien évacuer les sécrétions. Franchement, c'est hyper important. On ne fait pas assez de lavage de nez chez les enfants parce que c'est un moment difficile, parce que c'est compliqué, parce qu'ils pleurent. Mais si vous les habituez très très tôt, il faut le faire de manière très douce, hein. Il faut pas une pression trop forte. D'ailleurs, vous avez des sprays comme Stérimar, Physiomère ou autre avec un jet dynamique beaucoup plus doux chez les nourrissons. Donc, n'hésitez pas. Les mouches bébés, moi, je trouve ça difficile. J'aime pas trop, mais du moment que le lavage de nez est bien fait et fait régulièrement, c'est-à-dire au moins 4-5 fois par jour en cas de rhume et de rhinopharyngite. Et tant qu'ils ne savent pas se moucher, eh bien, il faut faire le lavage de nez. Et si vous avez des enfants qui sont capables de se moucher, même un lavage de nez régulier matin et soir en cas de rhume, ça leur permet d'avoir vraiment cette barrière au niveau nasal qui ne stagne, qui évite la stagnation des sécrétions et qui protège de toutes ces bactéries et ces virus. Donc c'est hyper important, c'est la première chose à faire. Allez. Le Nespirateur, oui. Alors j'ai vu ça, je ne l'ai jamais testé, mais il paraît que c'est vraiment bien.
s'il y a des mamans qui connaissent. En fait, c'est un mouche-bébé que vous branchez sur l'aspirateur. Et l'aspirateur, c'est très doux, hein, c'est pas du tout violent, c'est que le bruit de l'aspirateur qui peut gêner. Et ça va permettre d'aspirer toutes les sécrétions. C'est peut-être même plus clean qu'un mouche-bébé où la maman aspire, quoi. Oui, insister sur les lavages. Vraiment, et c'est pareil pour les adultes, ceci dit. Mais, alors, donc le lavage de nez rhinopharyngite obligatoire. Qu'est-ce que j'ai comme question? Annie qui demande pour une angine virale. Eh ben, on va venir avec l'angine après. Je peux vous donner des solutions. Idée en plus du Doliprane pour la fièvre. Alors oui, pour la fièvre, je préconise énormément l'homéopathie. Il y a un post complet que je vous recommande sur la fièvre en homéopathie. J'essaye de vous retrouver la photo. Parce que c'est une belle alternative du Doliprane. Alors, quand la fièvre est très mal supportée, au-dessus, on va dire, de 39,5, il faut consulter obligatoirement. Vraiment, ça, j'insiste surtout. Bon, avant 3 mois, de toute manière, fièvre, c'est consultation obligatoire. Ça, vous le savez. Et je dirais avant 2 ans, si la fièvre est très mal supportée, avec des grands pics, que vous pouvez donner du Doliprane à ce moment-là. Mais si c'est pas même calmé, n'hésitez pas à consulter parce que la fièvre est un symptôme qui doit vraiment, c'est un moyen de défense de l'organisme, donc qui doit vous parler, mais quand elle est mal supportée, n'hésitez pas. Alors, j'essaye toujours de retrouver le post dans mes photos. J'ai beaucoup trop de photos. Le post sur l'homéopathie, je vous avais fait un post sur la trousse familiale. Et je vous avais... Alors, il y a plein de souches pour la fièvre. Belladonna, aconite, ferrum phos. Mais quand vous ne savez pas, vous donnez aconite composé, ben c'est parfait. Est-ce que... La trousse... Ah non, ça c'est bébé. Ah oui, j'ai fait aussi un post en homéopathie pour la trousse de bébé. Ça, vous retrouvez beaucoup d'éléments aussi. Je vais essayer de vous retrouver sans perdre trop de temps. Donc, pour répondre à la question, en complément ou si la fièvre est pas trop mal supportée, vous pouvez donner de l'homéopathie. Aconite composé quand vous ne savez pas différencier les types de fièvre. Belladonna quand la fièvre est humide avec beaucoup de transpiration. Aconite simple quand la fièvre est sèche due à un coup de froid, vous avez senti un coup de vent. Là, on sent très bien que c'est aconite, c'est assez brutal. Et gelsémium quand l'enfant se plaint de mal de tête, ça marche très bien aussi. Et il faut donner 5 granules toutes les 2 à 3 heures jusqu'à ce que la fièvre tombe. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? Hop. Du coup, j'en étais où? Bon, je cherche toujours, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Je suis arrivée. Donc, rhume rhinopharyngite. En général, il n'y a pas de fièvre avec une rhume rhinopharyngite. S'il y en a, vous pouvez très bien donner ça. Lavage de nez obligatoire, j'insiste. Si la fièvre est mal supportée, si c'est un enfant de moins de 3 mois, consultez immédiatement. Ben, merci, ma soeur m'a envoyé, mais je l'ai trouvé. Donc, vraiment, hop, du coup, c'est sur mon feed, hein, je vous l'enlève. Et là, je vous mets tout ce qui est rhume et rhinopharyngite. Là, vous avez les gouttes. Quand le nez coule clair, allium cepa, c'est très bien. Il existe aussi allium cepa composé, quand vous ne savez pas et que le nez coule en cas de rhume rhinopharyngite. Les composés, en fait, sont des formules toutes prêtes en homéopathie de chez Baron, mais d'autres labos aussi, qui regroupent plusieurs souches. Et dans l'allium cepa, vous avez tout ce qui correspond à l'écoulement nasal. Donc, quand l'écoulement est
clair, restez sur l'allium cepa. Quand l'écoulement est épais, Callium bichromicum, c'est épais, c'est verdâtre, c'est du mucus. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour les rhinopharyngites. En huile essentielle pour tout ce qui est rhume rhinopharyngite, le Ravinsara, à partir du moment où c'est viral, en fait, le Ravinsara, vous pouvez l'utiliser. Je le rappelle, sur massage, une goutte d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle, massage poignet ou plante des pieds, ou simplement à respirer sur l'écharpe, par exemple, avant de partir à l'école. Ça, c'est top aussi, ou sur un mouchoir à respirer, ça permet de bien dégager. Il y a aussi l'eucalyptus radié. Attention, moi, je ne le donne pas avant 3 ans. Parce qu'il y a quand même un petit peu de... C'est très riche assez riche en cinéole. Donc, chez les enfants qui sont un peu sensibles au niveau respiratoire, attention. Mais sinon, l'eucalyptus radié pour dégager les sinus et les voies nasales, et c'est top aussi. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hop. Oui, la compagnie mère insiste sur le lavage de nez, je suis d'accord, j'insiste aussi. Alors, tout ce qui est angine, les angines, ça peut être parfois très très douloureux. Et chez les enfants, c'est pas toujours très bien supporté. L'huile essentielle d'arbre à thé, vous pouvez l'utiliser. Pareil, vous mélangez une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, une goutte de thym à tujanol. Si vous n'avez pas tujanol, linalol, ça fonctionne très bien. Et vous pouvez même masser ici, en mélange avec une huile végétale, directement sur la gorge pour soulager. Sinon, vous restez sur les poignets. Et si vous voulez être encore plus sécuritaire, l'hydrolat de thym à linalol, vous pouvez très bien, dans le bain, par exemple, de bébés ou des enfants, en cas d'angine ou même de rhinopharyngite, ça fonctionne aussi très très bien. Alors, l'homéopathie, combien on en donne? Alors, chez l'homéopathie, je vous explique ici comment on fait diluer en fait les granules. Chez un bébé en fait qui est pas capable de sucer les granules, ben, chez les enfants parce que vous pouvez leur donner, c'est comme ils ont un goût sucré, ils adorent. Vous leur mettez directement sous la langue. Cas de fièvre, c'est 5 granules toutes les 2 à 3 heures jusqu'à ce que la fièvre baisse. En fait, l'homéopathie, vous donnez régulièrement jusqu'à ce qu'il y ait amélioration des symptômes. Dès que ça s'améliore, vous vous espacez. Au lieu de donner toutes les 2 à 3 heures, vous donnez plus que les 4 à 6 heures et puis plus que 2 fois par jour et après on arrête. Et chez les nourrissons, en fait, le mieux c'est de faire fondre une dizaine de granules dans un fond d'eau ou un fond de biberon et vous leur donnez 4 à 5 fois dans la journée pour faire baisser la fièvre. L'hydrolat, ça dépend de la taille du bain, mais une cuillère à café, ça suffit pour mettre dans le bain pour soulager. C'est un linalol. Hein. Donc j'ai répondu à la question des posologies. Alors, eucalyptus radié, oui, pas avant 3 ans. Hein. Juste une goutte sur un mouchoir, ça suffit, c'est assez fort, ça permet de dégager les voies respiratoires, ça a aussi une action antivirale. Et vous pouvez coupler avec Ravinsara sur les poignets ou sur la plante des pieds en massage. Pour les angines, le thym à tujanol est très très efficace chez les enfants. Et il y a un autre bourgeon que je n'ai plus là. On peut rester sur le bourgeon d'églantier, parce qu'en général, celui-là pour les enfants, moi j'aime bien le préconiser, on l'a déjà à la maison. Et si vous avez un bourgeon de ronce, c'est très très bien aussi. Et le bourgeon de ronce, c'est un bourgeon de terrain, donc il est assez efficace aussi dans toutes les affections d'hiver. Alors, je donne l'homéopathie dans de l'eau avant son biberon. Oui, très bien. Très très bien. Sinon, elle régurgite. Alors, il faut habituer un petit peu les bébés à boire de l'eau. Mais ça, je le recommande assez tôt. Hein. Chez les bébés, donnez-leur de l'eau assez souvent. Par exemple, en cas de diarrhée, quand ils se déshydratent, c'est très bien de pouvoir leur donner de l'eau en plus du lait. Alors, je suis pas pour, moi, mettre des huiles essentielles directement sur le masque des enfants parce que c'est vraiment, le contact est trop trop proche et
l'huile essentielle de citron, par exemple, pour assainir, ça serait bien. Mais comme le contact est très proche, l'huile essentielle de citron est très riche en limonène, qui peut être un peu irritante pour la peau. Moi, par précaution, c'est pas quelque chose que je recommande. Sur un mouchoir, l'écharpe qui est un peu plus bas, qui est pas direct au contact, ou le col, oui. Sur le masque, certains peut-être vous le conseilleront, mais moi j'évite. Alors moi, mon pédiatre, il a dit, dès la naissance, vous pouvez habituer un bébé à boire de l'eau sans aucun problème, hein. Il n'y a pas aucune contre-indication à ça. Alors après, certains vous disent si le bébé est allaité, il ne faut pas l'habituer au biberon, ça c'est un autre débat. Mais c'est très très bien de pouvoir donner très très tôt de l'eau au bébé. Oui, je pense que vers 3-4 mois, c'est bien si vous pouvez commencer à leur donner. Alors, j'ai eu des questions sur la constipation. Ben, je reviens là-dessus. Effectivement, la constipation, chaque, hop, chaque organisme, chaque enfant a son propre transit. Il faut s'inquiéter à partir du moment où il y a des douleurs, où il y a un inconfort, où il y a vraiment, vous voyez que l'enfant ne se sent pas bien, ou s'il y a vraiment un ventre très très douloureux. N'hésitez pas de toute manière à consulter si vous avez un doute. Et là, en termes de constipation, l'Alumina marche très très bien, puisque là, en cas de selle douloureuse, c'est vraiment ce qui fonctionne. Et ça marche tout de suite, l'homéopathie, hein. Ne me faites pas le coup de l'homéopathie, ça marche pas tout de suite. Non, c'est pas vrai. C'est justement très symptomatique et on le donne tout de suite. De la même manière, en termes de posologie, les granules à faire fondre, si chez un nourrisson, et sinon directement 5 granules jusqu'à débloquer les selles chez un enfant. Je dois l'avoir aussi dans la trousse du nourrisson. Oui, la peur de faire caca, Alumina, c'est vraiment très très indiqué. Vous savez, ils veulent pas y aller, ils ont très envie, mais ils veulent pas du tout y aller. C'est parce que ça leur fait mal, hein, donc essayez l'Alumina, franchement, je vous recommande. Et évidemment, tout ce qui est troubles digestifs comme diarrhée et constipation, eh bien, on revient encore sur les probiotiques parce que le microbiote intestinal, c'est lui qui régit la fonction du transit. Un transit difficile, c'est aussi parce que le microbiote peut être déséquilibré. Donc, on travaille énormément aussi en fond sur du long terme sur les probiotiques. Et on a beaucoup de résultats, hein. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, donner un Lactibiane référence et vous soulager de ce côté-là. Chez l'enfant, vous avez pas mal vraiment de résultats et ça diminue ces troubles digestifs. Alors, euh, c'est pas ça. C'est là. Voilà. Constipation. Alors, du coup, j'utilise beaucoup l'homéopathie chez les nourrissons, un peu moins les huiles essentielles, ça vous êtes en train de le constater. Mais c'est vrai que l'avantage de l'homéopathie, c'est qu'on peut leur donner très facilement, qu'il n'y a aucun effet secondaire, aucune interaction, et que ça fonctionne. Donc ça, c'est une des voies que l'on utilise, et ça marche aussi très bien chez les enfants, hein. Donc, comme c'est précisé, Alumina, s'il y a vraiment des douleurs et cette peur d'aller à la selle. Opium, c'est quand l'enfant est très 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 abattu, très apathique, on sent que ça le pèse énormément. Brionia, ça marche aussi, et par contre, si c'est accompagné de gaz, il faut donner le lycopodium. Est-ce que vous donnez beaucoup d'homéopathie à vos enfants, ou c'est quelque chose que vous oubliez? Alors, j'ai perdu le fil des questions, j'espère que j'en ai pas loupé. Oui, donc il y a des témoignages sur les probiotiques, c'est Lucia. Donc vraiment, oui, pareil, on a de très très bons résultats à donner une cure de probiotiques et surtout, ça marche aussi bien chez les adultes, hein.
démangeaisons de peau. Alors, j'ai décidé de ne pas parler de la peau aujourd'hui. On a fait un live justement avec Caroline sur tous les problèmes de peau, dont l'eczéma et les démangeaisons. Et il y a aussi des conseils pour les enfants dans ce live-là, donc je vous recommande le replay. Et c'est très complet sur l'eczéma, Lisa, pour votre question. Allez-y. Alors, Manu, elle se retient et se raidit pour aller à la selle. Lumina à ce moment-là, c'est vraiment cette peur. Alors, une autre chose primordiale, c'est de donner beaucoup à boire. Si vous hydratez pas, c'est que les selles ne sont pas assez lubrifiées. Donc, énormément, c'est souvent des enfants qui manquent d'hydratation. Donner à boire aux enfants ou aux bébés quand il y a aussi ce problème de constipation. Donc, trio, homéopathie, probiotiques, hydratation, ça fonctionne sur la constipation. Super. Alors, bah oui, j'ai de très très bons témoignages sur les probiotiques. Merci. Alors, pour une bonne question de Isaac. Pour un bébé de 16 mois, oui, pouvons-nous donner les granules directement sous la langue? Ben, oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas il peut y avoir un petit risque de fausse route, mais il n'y aura pas de risque d'étouffement parce que les granules sont vraiment très petits. Mais si votre enfant est déjà habitué à pouvoir sucer et à garder quelque chose en bouche et à manger bien les morceaux, je crois que oui, dès 15 mois, sans problème, j'en donnais à mon petit. Voilà, tout dépend de votre enfant. Alors, mademoiselle Lélie, la rhinopharyngite, j'en ai parlé. Et bien, la toux, on peut en parler, tout à fait. Alors, la toux, bronchite, bronchite, j'en ai parlé aussi un peu. Ce qui marche très bien dans la toux, c'est le plantain. Vous avez des sirops de plantain. Alors, je vais vous montrer. Il y a aussi l'homéopathie qui fonctionne en cas de toux. Distinguer deux types de toux. Toux sèche, différents types un peu rauque ou un type un peu coquelucheuse où c'est vraiment très voilà, ça racle énormément au niveau de la gorge, et les toux très très grasses avec des sécrétions du mucus. Encore une fois, l'homéopathie est complètement tout indiquée. Je vais vous retrouver dans les... Je pense que je l'ai fait, alors je me suis perdue. Il faudrait vraiment que je trie ces photos. Je suis désolée. Tout sèche, tout ce qui est Drosera composé, c'est génial. Là, c'est vraiment une souche complète, enfin un mélange de souches qui permet vraiment quand vous savez pas trop, de pouvoir pallier à la type de toux très rauque. Et quand c'est très gras, Mercurius solubilis ou encore mieux Antimonium tartaricum. J'ai pas les granules pour vous montrer, mais alors non, ah le sommeil, oui, j'ai eu beaucoup de questions aussi, il faudrait que j'en parle. Donc, je récapitule. Drosera composé tout sèche, antimonium tartaricum tout grasse. Pareil, 5 granules toutes les heures ou toutes les 2 heures jusqu'à amélioration des symptômes. Ensuite, il existe des sirops vraiment très adaptés, naturels. Et je vous parle de mon chouchou, c'est le petit Paratum, toujours du laboratoire Herbaéthique. Et là, vous avez le mélange avec cassis, plantain et pin. Toujours des bourgeons de pin, extrait de plantain. Le plantain est une plante qu'on peut utiliser si les enfants, les allergiques, pardon, connaissent très très bien le plantain. Ça fonctionne très très bien pour les, voilà, c'est tout irritatif là que l'on retrouve. Donc ça, à partir de 3 ans, mais à partir de 2 ans sans problème, et rester sur l'homéopathie en dessous de 2 ans. Attention, quand c'est bien congestionné, il faut, en cas de bronchiolite chez le nourrisson, évidemment, c'est consultation obligatoire. Alors, j'essaye de vous retrouver toujours ce pour l'homéopathie. Mais sinon, vous avez vraiment tout sur mon feed dans les trousses homéopathiques que je vous ai préparées. C'est vraiment très pratique si vous voulez retomber là-dessus. En fait, c'est noyé au milieu de mes photos. Je peux pas y accéder. Non, c'est pas les bouffées de chaleur.
c'est pratique, mais bon, quand on cherche, on a un peu de mal. Voilà, ça y est. Je vous l'avais déjà montré pour tout à l'heure. Mais Drosera composé, Mercurius solubilis pour les toux et les angines, et tout gras, c'est Antimonium tartaricum. Je peux peut-être vous le noter, mais ça s'écrit comme ça s'entend. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien. Alors attention aux eaux enrichies en magnésium, les enfants et surtout les petits, leurs reins, il faut pas trop les solliciter. Donc moi, c'est pas quelque chose que je préconise, hein. Au départ, vraiment si c'est prescrit parce qu'il y a un besoin d'apport en minéraux, mais si c'est pas prescrit, non, je ne recommande pas au départ, justement pour les reins. Ouais, Lucia, je vous rejoins là-dessus. Pruneaux, oui, bah, très bien, les jus de pruneaux, les jus de rhubarbe, tout ce que vous pouvez donner très riche en fibres pour améliorer le transit, aucun problème. Oui, c'est Antimonium tartaricum, Swad. Merci de l'écrire. Juste, il faut inverser les deux. Le premier mot, c'est Antimonium. Et celui-ci, le sirop, qui est déjà tout prêt, assez pratique, c'est Petit Paratum, laboratoire Herba Éthique. Je vais vous le noter. J'en reparlerai en story. Et vous en avez un chez Pédakid aussi, je crois. Les eaux minérales que vous pouvez donner au bébé qui sont très bien, pas trop minéralisées, Montrouscous. C'est vraiment, pour moi, celle qui est la plus intéressante. Dernier thème, mais pas des moindres, c'est le sommeil. Et alors, c'est pas très facile comme sujet, c'est assez difficile. Vous m'avez beaucoup posé de questions sur les colères, les agitations. C'est délicat parce que il y a cette composante psycho-émotionnelle. Les enfants sont pas du tout matures au niveau de leur cerveau, donc ils ne gèrent pas les émotions. Donc forcément, ils s'expriment avec beaucoup d'agitation et de colère. C'est pas quelque chose à éliminer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas à éradiquer. Vous avez des comptes spécialisés chez les enfants en périnatalité qui vous expliquent très bien tout ça, parce que moi, je pense que ce n'est pas une approche uniquement phyto, aroma, c'est vraiment plus un environnement, c'est aussi le stress qu'il ne faut pas transmettre à son enfant. Voilà, c'est pour ça que c'est assez délicat. On va rester focus sur un trouble du sommeil, une anxiété très classique, mais si je comprends un peu la détresse quand c'est un enfant qui fait trop souvent des colères, à mon avis, il y a quand même un travail émotionnel à faire et à et à se faire accompagner justement dans ce travail émotionnel chez les enfants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hop. Alors, trouble du sommeil. Encore une fois, l'homéopathie peut être bien indiquée surtout chez les bébés, mais toujours pareil chez les enfants. En termes il y a différents types de troubles, c'est-à-dire soit des troubles à l'endormissement. Effectivement, il y a des enfants qui mettent longtemps à s'endormir. Encore une fois, je n'ai pas la clé. Il y a des enfants qui ont peur de s'endormir parce que cette sensation d'abandon, qui vont se retrouver tout seuls dans leur lit. Voilà, c'est vraiment. Je suis passée par là, hein, je sais ce que c'est. J'ai pas de solution clé en main à vous proposer parce que pour moi c'est un accompagnement beaucoup plus complet et ben voilà, intégrer cette composante émotionnelle me semble complètement indispensable. En homéopathie, voici 5 souches, mais il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser. Quand vous savez pas, passiflora composé, c'est génial. Ça permet voilà, les réveils nocturnes, les réveils matinaux et bébé, enfant, passiflora composé. Et d'ailleurs, comme je le dis encore une fois, adulte, ça fonctionne très très bien. N'hésitez pas.
Quand il y a une excitation positive, vous savez, l'enfant a vu beaucoup de monde, il a fêté son anniversaire, c'est vraiment, voilà, il a envie de refaire sa journée, il est très très excité. Coffea cruda, ça fonctionne très bien. C'est un peu comme chez l'adulte quand on pense trop, et ben on utilise aussi Coffea cruda. Camomilla, quand c'est évidemment des réveils dus aux poussées dentaires, puisque ça, jusqu'à 2 ans, ben forcément que les poussées dentaires, c'est cause de réveil. Et camomilla, c'est aussi l'enfant qui est rassuré uniquement par les bras, par le bercement, qui a besoin, voilà, vraiment de cet enveloppement-là pour être rassuré. Donc ça, c'est camomilla. Ensuite, quand il y a un sommeil agité, des terreurs nocturnes, en fait, un enfant qui parle dans son sommeil, qui est très, qui se réveille et qui reconnaît personne quand il se réveille, stramonium, ça vous pouvez l'essayer, ça fonctionne aussi pas mal. Et les pleurs de bébé, vous savez ce que c'est, à la tombée de la nuit de 18 à 20 heures. On peut essayer le phosphorus, c'est un bébé qui est plutôt sensible, qui réagit au contact très très vite et qui a parfois du mal à s'endormir. Le phosphorus, ça peut faire son effet aussi. Là, vous avez les posologies, toujours le même principe. Vous faites fondre les granules. Alors, dans les troubles du sommeil, les huiles essentielles peuvent avoir aussi un très très bon effet, toujours par l'olfaction ou encore une fois, massage des pieds et des poignets s'ils sont un peu plus grands. Quand ils sont très petits, je préfère les pieds, hein, vous savez pourquoi? Parce que les pieds sont un petit peu plus loin des organes vitaux et du coup, le temps que ça se fasse, le trajet se fasse, c'est très très bien de diluer la dose d'huile essentielle comme ça. Les hydrolats dans les troubles du sommeil, les hydrolats sont tout à fait indiqués. Hydrolat de lavande, hydrolat de camomille, hydrolat de fleur d'oranger, c'est top. Soit dans le bain, soit une cuillère à boire, par exemple, pour la fleur d'oranger. C'est très sécuritaire, ça vous pouvez y aller sans problème. Et les huiles essentielles que je préconise, lavande vraie, lavandula angustifolia, les huiles essentielles à base d'agrumes, dont la mandarine verte et le petit grain bigarade ou encore l'orange douce. Là, ces trois-là, elles sont assez sécuritaires aussi. Attention, il faut absolument les diluer parce que il ne faut pas les appliquer au niveau de la peau. Elles sont un petit peu thermocaustiques. Le mieux aussi, c'est de pouvoir les utiliser en diffusion avant le coucher de l'enfant dans sa chambre. Et vous avez encore la camomille noble, hein, la camomille noble ou romaine, qui a vraiment aussi cet effet enveloppant, rassurant chez les enfants qui ont toujours besoin d'être dans les bras ou d'être à côté de papa ou de maman. Donc ça, c'est les 5 huiles que je préconise vraiment. Et dans la gestion des émotions, de l'anxiété, de la peur de dormir, ça aide aussi. Alors oui, pour le live, merci. Il y a déjà le replay avec Caroline, je ne sais plus quand est-ce que c'était, peut-être il y a un mois ou deux, sur la peau, c'est le replay peau partie 1. On en a beaucoup parlé. Voilà, j'ai terminé sur les grands thèmes. Ah, ça fait plus d'une heure, donc si vous avez des questions, j'essaye d'y répondre. Hop. Le laurier noble, oui. Alors, le laurier noble, il est très très bien pour la confiance en soi, pour la peur d'aller à l'école, pour la peur de devoir être avec les autres, etc. Mais il n'est pas avant 6 ans. Bon, après, voilà, si vers 3-4 ans, vous pouvez le faire respirer, mais à masser sur les poignets, pas avant 6 ans. Marjolaine à coquille aussi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, je pense. Voilà, c'était vraiment pour rester sur les grands thèmes. Si vous avez besoin de poser d'autres questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc bon, je suis désolée si vous attendiez à voir Caroline, il y a eu un petit imprévu, mais j'espère quand même avoir couvert le sujet. Si vous avez besoin, ben, vous n'hésitez pas. Je mets le live en replay comme d'habitude. Et je vous tiens au courant pour le prochain live.
Merci à tous de votre présence. Oui, merci beaucoup. Merci d'être là. À bientôt.